Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée au Royaume-Uni en 2012. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Mold est une petite ville pittoresque d'environ 10 000 habitants, nichée dans le nord du pays de Galles, au Royaume-Uni. Cette localité, bien que modeste, est réputée pour son charme et son ambiance conviviale, offrant une variété de restaurants, de pubs animés, de marchés colorés et de boutiques artisanales. Un cadre idyllique, en somme, pour quiconque recherche un équilibre entre la quiétude de la campagne et les commodités d'une vie moderne. C'est dans cette ville que vivait Catherine Gowing, une Irlandaise née en 1975. Catherine faisait partie d'une grande famille, issue du milieu rural, où le travail était une valeur centrale. En tant que l'une des plus jeunes enfants de cette fratrie, elle a grandi dans une ferme où son père avait consacré sa vie à l'agriculture, tandis que sa mère partageait son temps entre l'enseignement et le soutien aux activités familiales. Durant les longues vacances d'été, toute la famille se retrouvait dans les champs, unissant leurs forces pour faire prospérer la ferme. Cette expérience a profondément marqué Catherine, qui a hérité de cet amour pour le labeur acharné et pour la vie au grand air. Très tôt, Catherine s'est passionnée pour les animaux, un amour qui l'a naturellement orientée vers une carrière de vétérinaire. Travailler aux côtés de son père sur la ferme a renforcé son désir de soigner et de protéger les créatures qui peuplaient cette terre. Catherine était une élève déterminée et brillante, dont l'intelligence et le dévouement ne passaient jamais inaperçus. Dès son plus jeune âge, elle s'est démarquée parmi ses camarades, non seulement par sa soif d'apprendre, mais aussi par ses résultats exceptionnels en sciences naturelles. Lors des examens nationaux, Catherine a obtenu des scores si élevés qu'elle s'est classée 3e au niveau national, une réalisation remarquable qui a confirmé le potentiel exceptionnel que tous lui reconnaissaient. Son entourage était convaincu qu'un avenir brillant l'attendait. Mais ce qui distinguait vraiment Catherine, c'était son cœur immense. Sa bienveillance s'étendait bien au-delà des animaux qu'elle chérissait tant. Elle se manifestait également envers chaque personne qu'elle rencontrait. Cette empathie, combinée à son intelligence, la rendait non seulement admirable, mais aussi profondément aimée par tous ceux qui la connaissaient. Après avoir terminé ses études secondaires, Catherine a vu ses efforts récompensés par une opportunité en or, une place à l'université de Budapest en Hongrie. Cet établissement prestigieux devait lui permettre de poursuivre son rêve d'enfance et de se former pour devenir vétérinaire. La perspective de partir à l'étranger, bien que excitante, impliquait également de quitter sa famille et son Irlande natale. Mais Catherine, avec son courage habituel, a saisi cette chance avec enthousiasme. À l'université de Budapest, Catherine a non seulement excellé dans ses études, mais elle s'est aussi entourée de nombreux amis. Parmi eux se trouvait Jane Doyle, une amie qui allait devenir une figure centrale dans sa vie universitaire. Jane, légèrement plus âgée que Catherine, était également originaire d'Irlande, ce qui a créé un lien instantané entre elles. Leur complicité était évidente, et cette amitié a permis à Catherine de combler le vide laissé par l'éloignement de sa famille. Ensemble, elles ont traversé les défis et les joies de la vie étudiante, partageant leurs moments de révision intense, mais aussi de détente et de divertissement. Après avoir décroché leur diplôme de vétérinaire, Jane a rapidement trouvé un poste dans une clinique vétérinaire à Mold, une petite ville charmante du nord du pays de Galles. Jane s'y est installée avec enthousiasme et s'est rapidement intégrée à l'équipe, gagnant l'estime de ses collègues par son professionnalisme et son dévouement. Lorsque l'opportunité s'est présentée, Jane n'a pas hésité à recommander son amie proche, Catherine Gowing, pour un poste qui venait de se libérer au sein de la même clinique. Dès que Catherine a franchi la porte de la clinique pour son entretien, il est devenu clair qu'elle possédait une aura spéciale. Le personnel, dès les premières minutes, a été conquis par son sourire chaleureux et son attitude positive. Catherine dégageait une énergie contagieuse, mais ce n'était pas seulement sa joie de vivre qui impressionnait. Son expertise et sa passion pour la médecine vétérinaire étaient évidentes à chaque mot qu'elle prononçait.
Lorsqu'elle a été embauchée, il n'a fallu que peu de temps pour que Catherine se fasse une place de choix dans l'équipe. Elle avait un don naturel pour apaiser les animaux, même les plus nerveux ou malades, réussissant à instaurer une confiance instantanée avec ses patients à quatre pattes. Son approche empathique et rassurante s'étendait également aux propriétaires des animaux. Catherine comprenait les préoccupations de ces derniers et savait trouver les mots justes pour les réconforter, ce qui en faisait une excellente psychologue, capable de créer des liens solides avec ses clients. Grâce à ces qualités, Catherine est rapidement devenue l'une des vétérinaires les plus respectées et appréciées de Molde. Sa réputation grandissait, et les habitants de la ville n'hésitaient pas à confier leurs animaux à ses soins, sachant qu'ils étaient entre de bonnes mains. Catherine et Jane, désormais collègues de travail, ont vite été séduites par la beauté tranquille de Molde et par la convivialité de sa communauté. Cependant, étant nouvelle dans la région, elle ne possédait pas encore de propriété et devait donc compter sur la clinique vétérinaire pour leur fournir un logement temporaire. Mais ce logement ne leur plaisait pas et ils cherchaient un autre logement. Pour économiser de l'argent et rendre leur quotidien plus confortable, Catherine et Jane ont décidé de louer ensemble une maison dans un village voisin appelé New Brighton. Ce petit havre de paix, situé à seulement 5 minutes en voiture de leur lieu de travail, semblait idéal pour les deux amies. L'année 2012 s'annonçait comme une période dorée pour elle, particulièrement pour Catherine. À 37 ans, elle avait déjà passé 1 an et demi à travailler dans la clinique vétérinaire, où elle jouissait d'une excellente réputation. Sa carrière était en pleine ascension et elle s'était parfaitement intégrée dans la communauté de Molde. Catherine était une femme attirante, charmante, et son doux accent irlandais avait un effet magnétique sur de nombreux hommes. Pourtant, malgré l'attention qu'elle recevait, elle n'était pas pressée de fonder une famille. Son véritable amour, pour l'instant, restait son travail avec les animaux, une passion qui la consommait entièrement. Bien qu'elle ait eu quelques rendez-vous et relations amoureuses, ses liaisons restaient éphémères, se heurtant souvent à son engagement professionnel. Jane, quant à elle, vivait une situation différente. À cette époque, elle était en couple et commençait à envisager des projets plus personnels. En octobre, Jane a prévu de rendre visite à sa famille en Irlande pour un week-end prolongé. Soucieuse de laisser son poste bien couvert, elle a demandé à Catherine de la remplacer à la clinique pendant son absence. Cette demande semblait tout à fait normale, un simple service entre amis. Jane a confié à Catherine qu'elle souhaitait non seulement passer du temps avec sa famille, mais aussi réfléchir sérieusement à un retour définitif en Irlande. Ses parents, vieillissants, avaient de plus en plus besoin de soins, et Jane ressentait le besoin de se rapprocher d'eux pour les soutenir. Catherine, toujours prête à rendre service, a accepté sans hésitation. Elle aussi avait prévu de rendre visite à sa famille prochainement, et Jane pourrait alors la remplacer en retour. Tout semblait s'organiser sans accroc, dans une ambiance de confiance et de solidarité. Pourtant, Catherine ne pouvait pas imaginer que cette décision, prise en toute amitié, allait bientôt la plonger dans un cauchemar inimaginable. Ce qui n'était qu'une simple demande de sa meilleure amie allait marquer le début d'un tournant sombre et tragique dans sa vie. Le vendredi 12 octobre 2012 marquait le début d'un week-end qui semblait ordinaire, mais qui allait bientôt se transformer en un cauchemar inquiétant. Ce jour-là, Catherine avait terminé son quart de travail à la clinique vétérinaire comme à son habitude, aux alentours de 20 heures. Avec sa routine habituelle, elle s'est ensuite rendue au magasin local pour faire quelques courses. Les caméras de vidéosurveillance du magasin l'ont filmée, entrant à 20h06, vêtue d'un jean bleu et d'une veste zippée marron. Un sac marron clair était porté en bandoulière sur son épaule. Elle a passé environ une demi-heure dans le magasin, s'est rendue dans différents rayons, après quoi elle a de nouveau été filmée sur des images de caméra, déjà à la sortie. Elle transportait un sac en plastique contenant un carton de pizza. C'était la dernière fois qu'elle était vue vivante. Comme la femme vivait seule dans la maison à cette époque, sa disparition n'a pas été immédiatement remarquée. Cependant, le dimanche 14 octobre, un collègue de la clinique, avec qui elle avait prévu de déjeuner, a commencé à s'inquiéter. Catherine n'avait donné aucun signe de vie, n'était pas venue au rendez-vous et avait ignoré tous ses appels. Cette situation était particulièrement alarmante pour lui, car il connaissait Catherine depuis longtemps et ce comportement ne lui ressemblait en rien. Pourtant,
Il s'est persuadé que Catherine devait simplement être malade, se reposant chez elle, peut-être trop épuisée pour répondre. L'inquiétude a pris une tournure dramatique lorsque Jane est revenue d'Irlande le dimanche soir. En arrivant à la maison, elle a été immédiatement frappée par l'absence de la voiture de Catherine dans l'allée. Pénétrant dans la maison, Jane a constaté avec stupeur que la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Une sensation de malaise s'est installée en elle lorsqu'elle a remarqué que l'intérieur dégageait une forte odeur de produits de nettoyage. Cela n'avait rien de normal. Poussée par l'inquiétude, Jane a fouillé la maison de fond en comble, cherchant un indice sur ce qui aurait pu se passer. Mais aucune trace de Catherine, ses effets personnels, ses clés de voiture, son sac à main, son portefeuille et son téléphone portable avaient disparu. Tout semblait indiquer que Catherine avait quitté la maison, mais sans laisser la moindre explication. Jane, épuisée par son voyage, s'est persuadée que Catherine avait peut-être décidé de rendre visite à sa propre famille plutôt que prévu. Avec cette pensée réconfortante, Jane s'est finalement couchée, convaincue qu'elle aurait des nouvelles de son amie le lendemain. Pour Jane, il était inconcevable que quelque chose d'irréversible soit arrivé. Elle espérait simplement retrouver Catherine à la clinique vétérinaire le lendemain, prête à reprendre le cours normal de leur vie. Le lendemain matin, Jane s'est réveillée avec une inquiétude grandissante. Le silence de la maison, l'absence de toute trace de Catherine, tout cela pesait lourdement sur son esprit. Elle a parcouru la maison une fois de plus, cherchant désespérément un signe du retour de son amie. Mais tout restait inchangé. Catherine ne répondait toujours pas au téléphone, ignorait les appels, les messages, et le silence devenait de plus en plus assourdissant. Espérant la retrouver à la clinique vétérinaire, Jane s'est rendue au travail, mais là encore, aucune trace de Catherine. L'absence de Catherine n'a pas provoqué la colère de ses supérieurs, mais une profonde inquiétude. Ils savaient tous que quelque chose n'allait pas. Catherine n'avait plus donné de nouvelles depuis qu'elle avait quitté son poste le vendredi soir. Des collègues avaient tenté de la joindre, mais n'avaient reçu qu'un SMS étrange et incohérent, ce qui n'était absolument pas dans le style de Catherine. Ces messages, aussi brefs que perturbants, n'ont jamais été rendus publics, mais ont suffi à éveiller les soupçons et la peur. Constatant la gravité de la situation, les employés de la clinique ont décidé de contacter la police. Toute la journée, Jane a tenté de joindre Catherine, mais son téléphone est resté silencieux. La panique commençait à s'installer. Après avoir terminé sa journée de travail, Jane s'est précipitée au poste de police pour signaler la disparition de son amie. Là, elle a donné un témoignage détaillé sur les dernières 24 heures qu'elle connaissait de la vie de Catherine, aidant ainsi la police à écarter toute suspicion à son égard. Elle a également fourni une description complète du véhicule de Catherine, espérant que cela pourrait être une piste pour les enquêteurs. La police a immédiatement ouvert une enquête formelle. Leur première étape a été d'interroger les amis et connaissances de Catherine. Tous ont décrit une femme responsable, méticuleuse, qui n'aurait jamais changé ses plans sans en informer quelqu'un. L'inquiétude grandissait parmi ceux qui la connaissaient, et l'idée que quelque chose de grave lui soit arrivé devenait de plus en plus probable. Les enquêteurs ont également examiné les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Ils ont pu reconstituer les derniers mouvements de Catherine, de la clinique vétérinaire jusqu'au magasin. Mais après avoir quitté le parking du magasin, sa trace s'est évanouie. C'était comme si elle avait disparu dans l'air sans laisser de traces. En parallèle, la police a informé les parents de Catherine qui vivaient toujours en Irlande. Les parents de Catherine ont dit aux policiers qu'ils n'avaient eu aucun contact avec elle depuis plusieurs jours. Alarmés par cette nouvelle, la sœur de Catherine et son mari ont immédiatement pris un vol pour le pays de Galles afin d'aider dans les recherches. Dès leur arrivée, ils ont fait appel au public via les médias, espérant recueillir des informations sur la disparition de Catherine. Mais le silence a persisté jusqu'au 16 octobre, date à laquelle les enquêteurs ont commencé à considérer sérieusement l'hypothèse que Catherine avait été victime d'un crime. Malgré une fouille minutieuse de la maison, aucune trace de sang n'a été découverte. Cependant, de nouvelles preuves sont apparues après une analyse plus approfondie de la scène. Des traces d'ADN masculin ont été retrouvées sur la literie de Catherine, ainsi qu'un morceau de tissu attaché autour d'un montant du lit. Ces éléments suggéraient la présence d'un homme dans la maison, et potentiellement une relation intime qui aurait pu avoir lieu. Mais Jane, qui connaissait Catherine mieux que quiconque,
a affirmé que son amie n'avait pas de petite amie à ce moment-là. Elle était certaine que Catherine ne se serait jamais engagée dans une relation aussi précipitée, surtout sans en parler à Jane, avec qui elle partageait tout. Les enquêteurs ont alors commencé à envisager un scénario plus sombre. Catherine aurait pu être victime d'un intrus qui l'aurait kidnappée. Cette hypothèse semblait être confirmée par la porte non verrouillée que Jane avait trouvée en rentrant chez elle. Les policiers ont soigneusement collecté toutes les traces d'ADN présentes sur la scène et les ont envoyées au laboratoire pour une analyse détaillée. Le soir du 14 octobre, alors que Jane tentait désespérément de joindre son amie Catherine, qui avait mystérieusement disparu, elle a reçu un appel inattendu de Clive Sharp, son petit ami. Sharp, âgé de 46 ans, était un homme avec qui Jane entretenait une relation depuis plusieurs mois, bien que leur relation ait été étendue. Juste avant le départ de Jane pour l'Irlande, ils s'étaient disputés, et Sharp cherchait maintenant à se réconcilier en essayant de l'impressionner avec des cadeaux et en lui montrant sa nouvelle voiture. Cependant, Jane n'avait ni le temps ni l'envie de répondre à ses avances, ce qui l'a visiblement contrarié. Sharp travaillait comme conseiller commercial et résidait à environ 150 km de la maison que Jane partageait avec Catherine. Bien que la distance soit importante, Sharp rendait souvent visite à Jane, devenant ainsi un visage familier dans leur maison. Catherine connaissait Sharp, mais leur relation était loin d'être cordiale. Catherine se sentait mal à l'aise en sa présence et évitait ses visites autant que possible, quittant souvent la maison lorsqu'il venait. Malgré ce malaise, Catherine n'avait jamais partagé ses ressentis avec Jane, préférant éviter toute tension entre elles. Cependant, elle s'était plainte de Sharp à plusieurs reprises lors de conversations téléphoniques avec sa famille en Irlande. C'est ainsi que la police a été informée de ces détails lors de leur enquête. Les informations sur la relation difficile entre Catherine et Sharp ont rapidement attiré l'attention des enquêteurs, qui ont commencé à examiner de plus près l'homme. Le lendemain de la disparition de Catherine, la police a arrêté Sharp, soupçonné de son meurtre. Cependant, à ce moment-là, il ne disposait d'aucune preuve concrète, ni corps, ni éléments solides pour l'inculper. Par conséquent, il ne pouvait pas le maintenir en détention sans preuves supplémentaires. Malgré cela, la police a obtenu l'autorisation de fouiller sa voiture et a collecté des échantillons pour une analyse ADN, espérant trouver des indices qui pourraient résoudre l'affaire. Au cours de l'enquête, les policiers ont découvert un passé troublant chez Sharp, un homme au casier judiciaire lourd. Derrière son sourire charmant et son apparente jovialité, Sharp cachait un passé criminel, marqué par la violence sexuelle. Son casier judiciaire révélait un total de 14 années de prison, principalement pour des crimes de nature sexuelle. Sa première arrestation remontait à l'âge de 16 ans, lorsqu'il avait envoyé des lettres obscènes à des femmes et s'était montré agressif envers plusieurs jeunes filles. À 17 ans, il avait été condamné à 3 ans de prison pour abus sexuels. Il avait attaqué une jeune fille de 15 ans, l'avait abusée sexuellement et menacée avec un morceau de verre. Malgré une apparente réhabilitation après sa libération, Sharp n'a jamais réussi à mener une vie normale. Il s'est marié et a eu une fille, mais sa femme, Gillian, souffrait de dépendance à des substances illégales et est décédée rapidement, laissant Sharp dans une situation émotionnelle précaire. En 1994, à l'âge de 26 ans, il a de nouveau été emprisonné pour agression sexuelle, cette fois sur la femme de son ami, et a été condamné à 3 ans de prison. Peu de temps après sa libération, il a été arrêté de nouveau, cette fois pour une période plus longue de 8 ans, pour avoir ligoté, abusé et menacé une femme avec un couteau. Malgré la gravité de ses crimes, il a été libéré sous condition après 5 ans. À sa sortie en 2003, Sharp s'est remarié, mais ce mariage a également échoué en 2011. Et maintenant, en 2012, il se retrouvait impliqué dans la disparition de Catherine Gowing, une coïncidence troublante qui ne pouvait être ignorée. Les policiers, ayant appris l'historique criminel de Sharp, l'ont immédiatement placé en garde à vue. Pendant son incarcération, Sharp participait à un programme spécial en prison, conçu pour aider les violeurs à contrôler leurs pulsions prédatrices. Cependant, ce programme s'est avéré controversé. Sharp a ouvertement admis ses fantasmes violents, détaillant comment il aimait attacher ses victimes, abuser d'elles, puis les menacer de mort. Ces fantasmes étaient particulièrement macabres,
Il imaginait soit laisser ses victimes partir, soit les tuer, les étranglant ou les noyant. Ces révélations ont mis en lumière l'étendue de son esprit tordu. Le programme en question, qui devait aider à réhabiliter les agresseurs, a finalement été abandonné en 2017 après qu'il a été prouvé qu'il ne faisait que renforcer les instincts criminels des participants. Au lieu de les aider, ces réunions leur offraient une plateforme pour échanger des conseils sur les méthodes de meurtre et les techniques de prédation, rendant le programme non seulement inefficace, mais dangereusement contre-productif. Avec ces informations en main, les enquêteurs étaient de plus en plus convaincus que Sharp n'était pas simplement un suspect ordinaire, mais un criminel en série potentiellement impliqué dans la disparition de Catherine. Malgré son arrestation, Sharp a continué à nier toute implication dans la disparition de Catherine Gowing. Il a affirmé aux policiers qu'il disposait d'un alibi solide. Il avait passé le week-end en question avec des proches. Curieusement, la fille de Sharp et son beau-père ont confirmé ces dires, déclarant qu'ils l'avaient bien vu durant cette période et qu'il était calme et sans signe de nervosité. Cependant, cette affirmation ne garantissait en rien l'innocence de Sharp. En analysant la chronologie des événements, la police a rapidement réalisé qu'il aurait très bien pu attaquer Catherine, se débarrasser de son corps, puis rejoindre ses proches pour se constituer un alibi. Les enquêteurs ont examiné ces informations de près, cherchant des incohérences dans le récit de Sharp et exerçant une pression croissante sur lui. Finalement, la vérité a éclaté lorsque les résultats de l'analyse ADN sont arrivés. L'ADN trouvé sur le lit de Catherine correspondait à 100% à celui de Sharp. Cela prouvait que Sharp avait été dans la maison de Catherine et qu'il avait eu une relation intime avec elle. Cependant, personne ne croyait que cette relation avait été consensuelle. Catherine avait toujours évité Sharp et n'aurait jamais accepté de se retrouver seule avec lui. Pendant ce temps, les recherches pour retrouver Catherine ou son corps se poursuivaient. Les chances de la retrouver vivante semblaient de plus en plus minces, surtout après la découverte d'un élément macabre. Le 18 octobre, un jeune couple, marchant près d'une carrière abandonnée à seulement 5 km du domicile de Catherine, a découvert une voiture calcinée. Ils ont immédiatement alerté la police, qui a rapidement identifié le véhicule comme appartenant à la disparue. Bien que la voiture ait été gravement endommagée par le feu, aucune trace du corps de Catherine n'a été retrouvée à l'intérieur et aucun indice supplémentaire n'a été découvert sur place. La découverte de la voiture incendiée a intensifié les craintes que Catherine ait été victime d'un meurtre. Pourtant, Sharp continuait à nier toute implication. Le 19 octobre, malgré l'absence de corps, les procureurs ont décidé qu'ils avaient suffisamment de preuves pour inculper Sharp du meurtre de Catherine Gowing. Ils savaient que le procès à venir serait long et complexe, mais l'accusation était déterminée à rassembler toutes les preuves nécessaires pour assurer une condamnation. Les recherches du corps de Catherine se sont intensifiées. La police, assistée par des bénévoles, des hélicoptères, des chiens de recherche et des plongeurs, a fouillé les environs de la maison et de la carrière. Tous les plans d'eau de la région ont été explorés minutieusement. Le 7 janvier 2013, après des semaines d'incertitude, un tournant macabre s'est produit. Des plongeurs ont découvert des restes humains dans un étang près de la carrière, non loin de l'endroit où la voiture de Catherine avait été trouvée. 2 sacs en plastique mal emballés ont été repêchés, contenant la main droite et la jambe droite d'une personne. Le lendemain, à environ 3 km de là, un torse humain a été retrouvé dans un autre étang. Tous ces restes ont été envoyés au laboratoire pour une analyse approfondie, et il a été confirmé que ces parties du corps appartenaient à Catherine Gowing. Cette confirmation a brisé tout espoir de retrouver Catherine en vie. Cependant, en raison de l'absence d'autres parties du corps, la cause exacte de sa mort n'a pas pu être déterminée. Les recherches ont continué, mais aucun autre fragment du corps n'a été retrouvé. Les restes identifiés de Catherine ont été renvoyés en Irlande où vivait sa famille. Ses funérailles ont été un moment de douleur intense, mais aussi de solidarité. Plus de 300 personnes se sont rassemblées pour un service commémoratif en son honneur, offrant leur soutien à la famille de cette femme brillante dont la vie avait été cruellement interrompue. Catherine, aimée de tous, tant par les humains que par les animaux qu'elle soignait, a été pleurée par une communauté qui ne l'oublierait jamais. Le procès de Sharp,
qui a débuté le 14 janvier 2013, a pris une tournure inattendue dès le départ. Sur les conseils de son avocat, Sharp a immédiatement reconnu sa culpabilité. Cet aveu a simplifié le déroulement du procès, évitant ainsi à la famille de Catherine les affres d'un long et pénible litige. Toutefois, cet acte n'était pas motivé par le regret, mais plutôt par une réalité inéluctable. L'accusation disposait d'une quantité écrasante de preuves contre lui, allant des traces d'ADN aux morceaux de tissu utilisés pour attacher la victime. Ces derniers, similaires à ceux retrouvés dans la voiture de Sharp, avaient été difficilement dénichés par la police au cours de leur enquête minutieuse. Malgré son aveu de culpabilité, Sharp, criminel endurci, a refusé de fournir une version complète des événements tragiques qui s'étaient déroulés dans la maison de Catherine. Ce silence a laissé l'accusation dans l'obligation de reconstituer, sur la base des éléments de preuve, le déroulement de cette nuit fatidique. Selon le rapport du procureur, le 12 octobre 2012, Sharp a profité de l'absence de Jane, la colocataire de Catherine, pour mettre à exécution un plan sinistre qu'il avait probablement médité depuis longtemps. Connaissant l'absence de sa petite amie, Sharp a surveillé la maison de Catherine, attendant patiemment que les lumières s'éteignent, signe qu'elle était seule et vulnérable. Une fois certain que Catherine était endormie, il s'est glissé furtivement dans la maison et l'a attaquée dans sa chambre. Là, il l'a attachée au lit, la rendant totalement impuissante, et l'a bâillonnée pour l'empêcher de crier. Ce qui a suivi est un acte de barbarie innommable. Sharp a abusé de Catherine à plusieurs reprises, avant de finalement l'étrangler. Il est probable qu'il a passé le reste de la nuit dans la maison, avec le corps sans vie de Catherine, réfléchissant à la suite de son macabre plan. Le lendemain matin, déterminé à effacer toute trace de son crime, Sharp s'est rendu en ville pour acheter du matériel nécessaire à la dissimulation de son forfait. Les caméras de surveillance du même magasin où Catherine avait été vue pour la dernière fois l'ont filmé en train d'acheter des sacs poubelles, des produits de nettoyage, un bidon d'essence, un tournevis et un masque d'Halloween. De plus, il a visité une quincaillerie voisine où il a acheté une scie à métaux et plusieurs lames. De retour à la maison de Catherine, Sharp s'est mis à l'œuvre pour dissimuler son crime. Avec une froideur calculée, il a démembré le corps de Catherine, emballant les différentes parties dans des sacs poubelles. Ensuite, il a entrepris de nettoyer méticuleusement la scène du crime. Le nettoyage a été si complet que les experts en criminologie n'ont jamais pu déterminer avec certitude l'endroit exact où il avait procédé au démembrement. Une fois la maison nettoyée, Sharp a transporté les restes de Catherine jusqu'à sa voiture avant de se rendre à la carrière abandonnée. C'est là qu'il a décidé de se débarrasser du corps. Il a jeté les sacs contenant les restes de Catherine dans un étang proche, espérant ainsi les faire disparaître à jamais. Ensuite, pour effacer toute trace de sa présence, il a aspergé la voiture de Catherine d'essence et a mis le feu au véhicule. Son intention était claire, effacer toute preuve de son passage et de son crime. Le procès de Sharp a révélé des détails encore plus horrifiants que ceux déjà connus. Le lendemain du meurtre de Catherine, Sharp a rapidement vendu sa voiture et en a acheté une nouvelle, un acte qui, à première vue, pouvait sembler anodin, mais qui s'est avéré être un élément clé dans l'enquête. C'est cette nouvelle voiture qu'il a fièrement exhibée à Jane le lundi suivant, alors qu'elle était désespérément à la recherche de son ami disparu. Ce geste, qui à l'époque semblait innocent, a pris une toute autre dimension lorsque la voiture vendue a été retrouvée et fouillée par la police. À l'intérieur, les enquêteurs ont découvert des morceaux de tissu identiques à ceux utilisés pour attacher Catherine, ainsi que des taches de sang et l'ADN de Sharp, liant ainsi directement le suspect à la scène du crime. L'enquête a également révélé que la géolocalisation du téléphone portable de Sharp le plaçait précisément à proximité de l'étang où les restes de Catherine avaient été retrouvés, ainsi qu'à l'endroit où sa voiture incendiée avait été découverte. Ces preuves accablantes ont considérablement renforcé la position du parquet lors du procès. Pourtant, malgré l'accumulation de preuves, Sharp est resté obstinément silencieux, refusant de confirmer ou d'infirmer les détails de l'affaire et refusant de commenter son crime. Un autre aspect choquant de l'enquête a révélé que Catherine n'était peut-être pas la seule cible de Sharp ce soir-là. Une autre femme, avec qui Sharp avait eu une relation antérieure, a fait une déclaration à la police. Elle a raconté qu'il s'était présenté chez elle le même vendredi soir, vers 22 heures.
avec l'intention de lui faire du mal. Bien qu'ils avaient déjà eu une relation intime, la femme avait rompu avec lui en raison de son comportement grossier. Ce soir-là, Sharp avait essayé de l'attacher et de l'agresser, mais elle avait réussi à le convaincre de partir, bien que blessé et laissé attaché. Il est probable qu'après cette tentative infructueuse, Sharp s'était dirigé directement vers la maison de Catherine pour assouvir ses désirs malsains. Vers minuit, Sharp a garé sa voiture sur le parking d'un hôtel situé juste en face de la maison de Catherine. Les caméras de surveillance l'ont capturé en train de surveiller la maison. Après une courte attente, il est sorti brusquement de sa voiture et s'est dirigé vers la maison, apparemment au moment où Catherine s'était couchée. Il est ensuite retourné à sa voiture environ 1 heure plus tard, où il est resté pendant 1 heure et demie, probablement pour réfléchir à ce qu'il venait de faire. Finalement, vers 3 heures du matin, il est retourné chez Catherine, cette fois avec l'intention de nettoyer les traces de son crime. Le fait qu'il possédait une clé de la maison, donnée par Jane en toute confiance, a facilité son accès et lui a permis de mener à bien son plan sans rencontrer de résistance. Malgré ses aveux de culpabilité, Sharp est resté fermé et n'a fourni aucun nouveau détail sur les événements de cette nuit tragique. Pendant tout le procès, il est resté tête baissée, évitant le regard de l'accusation et de la famille de Catherine. Finalement, il a été reconnu coupable du meurtre de Catherine Gowing. Les procureurs ont demandé une peine minimale de 42 ans de prison, mais la peine a été réduite à 37 ans en raison de son plaidoyer de culpabilité. Ainsi, Sharp, un homme de 46 ans au moment de son arrestation, ne sera pas libéré avant ses 83 ans si jamais il sort de prison. Après le procès, Emma, la sœur de Catherine, s'est exprimée publiquement. Elle a décrit la mort de Catherine comme un coup dévastateur pour tous ceux qui la connaissaient. Catherine, qui avait consacré sa vie à aider les autres, a laissé un vide immense dans le cœur de ses proches. En hommage à sa mémoire, un monument a été érigé dans l'église catholique de Buckley, financé par le personnel de la clinique vétérinaire, où Catherine avait travaillé pendant 1 an et demi. Ce crime terrible a également profondément marqué Jane, qui s'est sentie coupable de ce qui s'était passé. Elle ne pouvait s'empêcher de se reprocher d'avoir rencontré Sharp, de l'avoir laissé entrer dans sa vie et surtout de lui avoir donné la clé de la maison. Jane avait été trompée par l'apparence respectable de Sharp, un homme qui n'avait jamais montré d'agressivité ou de cruauté en sa présence. Elle ignorait tout de son passé criminel, ne se doutant pas qu'il s'agissait en réalité d'un prédateur déguisé en homme ordinaire. Accablée par la culpabilité, Jane a démissionné de son emploi à la clinique vétérinaire et a quitté la région pour s'installer dans le nord-ouest de l'Angleterre, où elle a tenté de reconstruire sa vie. Quant à Sharp, il reste incarcéré, un homme rejeté par ses proches. Sa mère est décédée peu après son retour en prison, dévastée par la découverte de la véritable nature de son fils. La fille de Sharp, quant à elle, a renoncé à toute relation avec lui. À sa libération, s'il vit jusque-là, Sharp sera un homme probablement seul et marqué à jamais par les atrocités qu'il a commises. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.